Le Monde aujourd'hui, lundi 16 décembre. Bonsoir et bienvenue sur VOA Afrique. Avec vous pour ces 30 prochaines minutes, Alexandrine Rolognon en direct de Washington et voici les titres. De nouveaux combats dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise au lendemain de l'annulation du sommet de la paix prévu dimanche à Luanda entre Kigali et Kinshasa sur le conflit. La CEDEAO accorde un délai de 6 mois aux dirigeants de l'AES pour revenir sur leur décision de quitter le bloc régional. Retour sur le sommet des dirigeants de la région à Abuja dans cette édition. La lutte contre la diffusion de fausses informations en Afrique. C'est une série de reportages que nous vous proposons cette semaine sur le travail des journalistes qui luttent contre la désinformation. Des combats se poursuivent ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise au lendemain d'un sommet avorté entre les présidents des deux pays à Luanda. Les différentes parties ne sont pas parvenues à une convergence de vues sur tous les aspects lors des dernières négociations qui se sont déroulées plus tôt ce week-end, selon le ministre angolais des Affaires étrangères, Gabi Dorsil. La rencontre organisée par le président angolais João Lourenço visait à trouver un accord pour rétablir la paix dans l'est de la RDC, une région en proie à des conflits depuis 3 décennies. Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda devaient discuter de la situation avec des attentes d'un accord pour la stabilité de la région. Cependant, une réunion préalable des ministres des Affaires étrangères des deux pays a échoué, notamment en raison de la condition posée par le Rwanda. La RDC devait engager un dialogue direct avec le M23, un groupe armé soutenu par Kigali. Ce désaccord a conduit à l'annulation du sommet, Paul Kagame estimant que celui-ci n'était plus pertinent après l'échec des négociations ministérielles. Le seul paragraphe de l'accord qui devait être négocié au niveau ministériel et sur lequel les ministres ont négocié jusqu'à très tard hier a fait l'objet des dernières négociations et nous ne sommes pas parvenus à une convergence de points de vue sur tous les aspects. Tete Antonio, chef de la diplomatie angolaise, a présenté les avancées récentes des négociations concernant la paix en RDC. L'accord a été négocié à 99% et un accord a été trouvé sur les questions clés qui sont au nombre de 3. La première question clé est la question de désintégration des forces. La deuxième question clé est la neutralisation des FDLR. Et la troisième question clé est la question du groupe M23. Antonio a également souligné que le président angolais, João Lourenço, a agi avec sagesse en consultant le dirigeant congolais Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et médiateur des pourparlers, pour voir comment avancer dans les jours à venir. Le ministre angolais des Affaires étrangères a précisé que les discussions entre les présidents Lourenço, Tshisekedi et Kenyatta étaient en cours pour définir les mesures à prendre concernant le M23 afin d'apporter une pacification durable à la RDC où des groupes armés sont actifs. Le président João Lourenço s'est donc entretenu avec le président Uhuru et le président Tshisekedi, qui est le président de la RDC, donc là où les groupes armés sont basés. Et le président Uhuru pour voir quelles mesures nous pouvons prendre sur cette question clé de la compréhension que nous recherchons dans la pacification de la RDC, cette question liée au M23. Le M23 s'est emparé depuis novembre 2021 de vastes pans de territoire dans l'est de la RDC, riche en minerais. Goma, capitale de la province du Nord Kivu, qui compterait plus de 1 million d'habitants et près de 1 million de déplacés de guerre entassés dans des camps, est encerclée par les rebelles et des unités de l'armée rwandaise. Les chefs d'État des pays de l'Afrique centrale sont réunis en sommet extraordinaire ce lundi à Yaoundé. Ils se penchent sur la situation économique de leur région, une situation préoccupante qui a amené le président camerounais Paul Biya à appeler à une action urgente en ouverture du sommet. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint à Yaoundé l'économiste et statisticien Dieudonné Samba. C'est une partie de l'Afrique qui est totalement sinistrée sur le plan économique parce que tous les pays de la CEMA traînent de très lourds déficits de la balance courante, un lourd endettement.
et maintenant l'épuisement des réserves de change. Donc c'est des pays qui, du point de vue de leurs échanges à l'extérieur, sont très très mal en point. Donc je crois qu'il était impossible de continuer sans que le FMI ne prescrive des mesures drastiques, sinon les pays vont tous entrer en situation de paiement. Alors, à court terme, selon un communiqué de presse de la présidence camerounaise, la situation critique de la CEMAC compromet le décaissement des appuis budgétaires du FMI au profit du Cameroun, du Congo et de la RCA. Est-ce que ce n'est pas là, en fait, la principale inquiétude des dirigeants de l'Afrique centrale? Est-ce que ce n'est pas en réalité parce que le FMI met pression que ces chefs d'État se sont réunis? Oui, il y a la pression du FMI. Le problème, c'est que les interventions du FMI visent à restaurer les équilibres macroéconomiques de chaque pays, à savoir d'abord l'équilibre budgétaire en interne et l'équilibre extérieur à l'externe. Le rôle du FMI, de permettre au pays d'être à même de rembourser ses engagements extérieurs. Mais lorsque le FMI se rend compte que malgré ses appuis, la situation ne peut que se dégrader, il est évident qu'il ne peut que durcir sa thérapie et donc il ne peut aller qu'en conflit avec les politiques du pays parce que le FMI, il n'a que deux méthodes, soit les politiques d'austérité interne, c'est-à-dire vraiment la réduction du point de vue de l'État, la réduction des salaires, la réduction des dépenses sociales et ainsi de suite, soit alors la dévaluation. Il n'y a pas d'autre solution. Justement, différents médias ont évoqué ces derniers jours la possibilité d'une dévaluation du franc CFA, mais selon le communiqué de presse de la CEMAC, aucun ajustement monétaire n'est à l'ordre du jour. Qu'en pensez-vous? Si les pays de la CEMAC refusent la dévaluation, est-ce qu'ils sont prêts à recourir à des politiques d'austérité? Est-ce qu'ils peuvent politiquement supporter la baisse des salaires? C'est la question. Si on ne dévalue pas, on est obligé de recourir à l'ajustement interne, c'est-à-dire aux politiques d'austérité, avec tout ce que ça comporte de misère de la population, de baisse de salaire. C'est un problème de choix. Le Soudan à présent, une attaque de drone de l'armée a fait 15 morts à Omdurman selon un groupe d'avocats. Par ailleurs, l'ONG Human Rights Watch accuse les forces paramilitaires de soutien rapide et leurs alliés d'avoir commis des violences sexuelles massives dans le sud du pays. Human Rights Watch explique avoir documenté des dizaines de cas de femmes et fillettes victimes de violences sexuelles, notamment de viols collectifs et d'esclavage sexuel. L'ONG dénonce de graves violations du droit humanitaire et exhorte l'ONU et l'Union africaine à agir de toute urgence pour aider les survivantes, protéger les autres femmes et filles et garantir la justice pour les victimes de ces crimes odieux. En Afrique de l'Ouest, des djihadistes présumés ont tué 39 civils, dont des femmes et des enfants, lors de 2 attaques distinctes menées ces derniers jours dans les zones frontalières de l'ouest du Niger. Selon une annonce du ministère de la Défense, les assaillants ont frappé les communautés de Kokorou et de Libiri. Le Niger et ses voisins de la région du Sahel. En Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso sont en première ligne dans la lutte pour contenir une menace insurrectionnelle qui n'a cessé de croître depuis 2012 lorsque des combattants liés à Al-Qaïda se sont emparés pour la première fois de certaines parties du Mali. Et parlant des 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont bénéficier d'une période de grâce de 6 mois. Après leur sortie de la CEDEAO prévue le mois prochain, le bloc régional va tenter de les persuader de rester à l'issue du sommet des chefs d'État qui s'est tenu hier à Abuja. La CEDEAO a aussi approuvé lors de ce sommet un tribunal spécial pour juger les crimes sous l'ex-dictateur Yahya Jammeh en Gambie. On fait le point avec Gilbert Tamba. Le sommet de la CEDEAO à Abuja a été une occasion pour aborder le retrait imminent des 3 pays, un an après leur départ annoncé conjointement pour mettre fin à des décennies d'intégration régionale. L'autorité a décidé de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période transitoire et de laisser les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays pendant la période de transition. La CEDEAO n'a jusqu'à présent pas réussi à pousser le Mali, le Burkina Faso et le Niger à reconsidérer leurs décisions pour rester au sein de l'organe sous-régional. Le 29 janvier reste la date officielle du retrait, mais la date effective de leur départ a été prolongée jusqu'au 29 juillet, une période de transition pendant laquelle les médiateurs du bloc vont chercher à ramener les 3 pays dissidents au sein de la CEDEAO.
Je veux lancer un appel aux dirigeants de ces trois pays. Oui, aujourd'hui, vous portez l'uniforme militaire de votre pays. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui va définir votre héritage. Et je crois qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux comme des gens qui élèvent leur pays. Ils devraient travailler avec d'autres partenaires dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous connectés. Nous avons tous besoin les uns des autres pour lutter contre l'insécurité et assurer l'émancipation économique. Samedi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont réaffirmé leur décision de quitter la CEDEAO comme irréversible et ont déclaré conjointement que leur territoire resterait sans visa pour tous les citoyens de la CEDEAO après leur sortie. Cela va affecter le commerce et la sécurité, c'est mon opinion, car je sais que ces deux pays du Sahel jouent un rôle très important dans ces deux aspects, donc nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Nous n'avons donc pas besoin d'être divisés en ce moment. Cette décision permet de gagner du temps et répondre aux avertissements selon lesquels leur départ menace la liberté de circulation du bloc et son marché commun de 400 millions de personnes. Je pense que la CEDEAO a réalisé qu'elle avait commis une erreur dans la manière qu'elle avait traité le problème. Il voulait y mettre un terme immédiatement en disant qu'il voulait envoyer un contingent militaire au Niger pour restaurer le président Bazoum qui a été renversé. Ce n'est pas ainsi que la CEDEAO devait agir. Habituellement, vous entamez des négociations avant que les chefs d'État ne prennent une décision. Leur retrait, s'il est consommé, mettrait un terme à une période tumultueuse pour le Sahel où une série de coups d'État depuis 2020 a porté au pouvoir des autorités militaires qui ont favorisé des liens plus étroits avec la Russie aux dépens de la France, l'ancienne puissance coloniale. Les trois pays ont mis en place leur propre alliance des États du Sahel avec un alignement plus étroit dans le domaine de la défense. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Une course contre la montre est engagée pour venir en aide à Mayotte, archipel français de l'océan Indien, où les autorités redoutent un bilan de plusieurs centaines de morts après les dévastations du cyclone Chido. On en parle avec Djili Diko. L'eau qui commence à manquer, des routes impraticables, les télécommunications interrompues, un décor apocalyptique et la crainte de pillage. À Mayotte, île défigurée par le cyclone Chido depuis samedi, les habitants font face à la situation avec l'aide de l'État. Une situation extrêmement chaotique, des destructions immenses et donc un préfet qui est à la manœuvre pour rétablir ou maintenir l'ordre public et assurer l'approvisionnement, le retour de l'eau courante, l'approvisionnement. Et puis dans un deuxième temps, il y aura la reconstruction. Les renforts pour Mayotte atterrissent à la Réunion voisine en provenance de la métropole française. À bord, des secouristes et du matériel pour les besoins essentiels des sinistrés. Pour l'instant, beaucoup de difficultés sont rencontrées pour acheminer l'ensemble des personnels et du matériel nécessaires à la mission de secours aux victimes sur l'île de Mayotte. Donc ici, si vous voulez, il y a comme un cluster log qui est organisé pour rassembler les hommes et le matériel. Et après, en fonction du besoin et en fonction de la capacité d'accueil à l'aéroport de Mayotte, pouvoir, par des ponts aériens, transporter le bon matériel et les bons hommes nécessaires à la mission. Nourriture, eau, poche de sang et équipement médical. Pour l'instant, tout passe par la Réunion car Mayotte est presque coupée du monde suite au passage de Chido. Il s'agit du cyclone le plus destructeur à Mayotte depuis 90 ans. Le président déchu Bachar al-Assad sort de son silence plusieurs jours après avoir fui la Syrie. Dans sa première déclaration depuis sa chute, il a nié avoir fui de manière préméditée et qualifié les nouveaux dirigeants de terroristes. Par ailleurs, le gouvernement israélien a approuvé hier un projet visant à doubler la population dans la partie du Golan syrien annexée par Israël. Mais Israël dit n'avoir aucun intérêt à entrer en conflit avec la Syrie. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, arrivé dimanche à Damas, a indiqué la nécessité d'une transition politique crédible et inclusive à Abou Mohamed al-Joulani, le chef du groupe HTS, qui a renversé Bachar al-Assad.
Venons ici aux États-Unis. L'économie a été l'une des principales préoccupations des électeurs lors de l'élection présidentielle américaine de cette année. En attendant le retour au pouvoir de Donald Trump, de nombreux Américains disent qu'ils s'attendent à ce que l'amélioration de l'économie soit l'une de ses premières priorités. C'est un sujet de Scott Stern, raconté par Claire Morin-Gibourg. L'accent mis par Donald Trump sur l'économie au cours de sa campagne a été repris dans son discours de victoire. Je ne me le poserai pas tant que nous n'aurons pas rendu l'Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez. Alors que tant d'électeurs sont concernés par l'économie, Happy Vodcast constate que la part des électeurs qui déclarent des revenus familiaux en baisse a augmenté par rapport à il y a 4 ans. Et sur l'économie, dit Ashley Krisinger de Family Foundation, plus de gens ont choisi Trump. Un message écrasant des électeurs, entendu clairement du côté des perdants aussi. Ils veulent que nous nous concentrions sur les questions importantes et que nous nous rassemblions pour résoudre les problèmes des contribuables américains qui travaillent dur, en commençant par réduire les coûts de ceux qui luttent pour survivre d'un salaire à l'autre. Au Nouveau-Mexique, Judy Evans dit qu'elle a choisi Trump parce que les prix sont trop élevés. L'inflation m'a certainement affecté. Ma facture d'épicerie a doublé au cours des 2 dernières années. Ma facture d'électricité et ce genre de choses ont beaucoup augmenté. En Caroline du Nord, Aaron Anderson admire le bilan de Trump en matière d'économie. Eh bien, Trump, il va tout relancer pour nous. Ça marchait bien quand il était là avant. Et il va nous remettre sur les rails. L'électeur Charles Boudreau attend une action rapide de la part de la nouvelle administration. Il y aura moins de réglementation. Ils dépenseront plus dans leur domaine particulier. Les gens auront plus d'argent et dépenseront plus d'argent. Le prix de l'essence va baisser. Selon Michael Weber, professeur de finance, les consommateurs américains ne verront peut-être pas un changement aussi rapide. En fin de compte, un président à court terme, indépendamment de qui est à la Maison-Blanche, a très peu de prise sur la politique économique à très court terme, mais aussi spécifiquement sur les prix des produits alimentaires auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Le programme économique de Trump comprend plus de forages pétroliers, moins d'impôts et des droits de douane sur les importations dont la plupart des économistes pensent qu'ils se traduiront par une hausse des prix pour les consommateurs américains. Voilà, c'était quelques points de l'actualité dans le monde aujourd'hui, ce lundi 16 décembre. Pour la suite de cette édition, vous aurez droit au magazine. Restez avec nous. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Je vous l'annonçais, VOA Afrique vous propose cette semaine une série sur la désinformation et pour ce premier numéro, nous allons en RDC où un groupe de journalistes congolais lutte contre un flot de fausses informations dans la ville de Goma où la désinformation peut avoir des conséquences tragiques. C'est un reportage de Zanem Netizaidi relaté par Jean-Roger Billon. Ces journalistes travaillant à Goma luttent contre un flot de fausses informations sur la guerre et les maladies. Dans une région en proie à des conflits et à des problèmes de santé, les vérificateurs de faits de la publication et les AFACT luttent contre la désinformation, le mythe selon lequel le Mpox n'existe pas et n'est qu'une simple gale.
Selon Aline Catalico, leur travail est essentiel à la santé publique et à l'instauration de la confiance. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent sur la Mpox, qui est comme quoi, par exemple, le vaccin contre la Mpox serait là juste pour exterminer le peuple congolais. Et donc, on voit déjà les dangers de ces rumeurs, donc les dangers qui peuvent nuire à la communauté et les dangers qui peuvent laisser à ce que la maladie la question ne soit pas éradiquée. Depuis 2021, les 25 journalistes d'Eleza-Fact, dont Joël Alimassi Kitambala, sensibilisent au danger de la désinformation. Nous mettons des mots-clés à chaque fois qu'il y a une publication qui parle qui mentionne ces mots-clés-là. Nous aurons des notifications sur toutes les publications concernant ces mots-clés. Et nous partageons ces publications avec la rédaction, donc l'équipe des éditeurs. L'équipe des éditeurs va juger si la publication, du moins l'information, mérite d'être vérifiée. Les articles d'Eleza-Fact sont publiés sur son site internet, partagés sur les réseaux sociaux et diffusés via les stations de radio locales pour atteindre les personnes n'ayant pas accès à Internet. Une grande partie de la désinformation concerne des conspirations médicales similaires à celles concernant le Mpox. La journaliste Jolene Kazimoto a fait état de désinformation sur le Covid-19 dans ce podcast. À Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience quasi généralisée d'une catégorie de la population à s'inscrire dans la lutte contre le Covid-19, car beaucoup sont ceux qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Les plus dubitatifs s'y trouvent dans le périphérique. D'après le rédacteur en chef Daniel Makeke, ces efforts sont importants pour lutter contre la désinformation. Nous sommes en collaboration avec certaines radios communautaires parce que nous faisons aussi une production de podcasts. La radio fait le relais de ces podcasts qui sensibilisent cette population-là sur la maladie, l'épidémie et comment par exemple se faire traiter et quelle est la vérité derrière le traitement par exemple du Mpox ou l'origine du Mpox. Makeke affirme que les efforts du projet Eleza-Fact contribuent à prévenir la propagation de fausses nouvelles qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Une nouvelle initiative est en train de transformer la vie des petits exploitants agricoles et des élèves du Malawi. Le programme d'alimentation scolaire intitulé Homegrown, soutenu par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, comble le fossé entre l'agriculture et les écoles primaires publiques, ce qui se traduit par une meilleure nutrition pour les élèves et une autonomisation économique pour les agriculteurs. Reportage Lamed Massina depuis Blantyre, récit Thierry Kaoré. Pilirani Mkwate est une petite agricultrice du district de Nzomba dans le sud de Malawi. Elle dit qu'il y a environ 5 ans, elle a commencé à gagner plus d'argent en vendant ses récoltes directement à l'école primaire locale au lieu de passer par des intermédiaires. Ce programme m'a permis de gagner de l'argent pour payer les frais de scolarité de mes 2 enfants. J'ai également acheté 2 vaches, ce que je n'aurais jamais imaginé auparavant. Maintenant, j'ai un revenu régulier. Depuis sa phase pilote en 2012, le programme s'est développé pour soutenir plus de 800 000 élèves et 35 000 agriculteurs dans 11 districts à travers le pays. Il fournit aux agriculteurs des marchés fiables pour 200 jours d'école par an, augmentant ainsi les revenus et la résilience. Et il promeut la diversité alimentaire en offrant aux écoliers des repas composés d'ingrédients provenant des 6 groupes alimentaires du Malawi. Les donateurs qui soutiennent l'initiative sont la Norvège, l'Union européenne, la France et l'Islande. Les étudiants disent que l'initiative est meilleure que le programme alimentaire précédent qui comportait un seul repas fixe. Dans le passé, nous ne mangions que du porridge à base de farine de soja. Mais maintenant, avec l'arrivée de cette initiative Homegrown, nous mangeons de la bouillie à base de farine de maïs, de pommes de terre cuites avec de la farine de noix, du riz et des citrouilles, et parfois des pommes de terre mélangées à des légumes. Le Programme alimentaire mondial affirme que l'initiative a permis d'augmenter la fréquentation scolaire quotidienne de 77% à 92% et de réduire de 11% l'absentéisme lié à la santé. Cependant, dans certains établissements scolaires, comme l'école primaire de Nyachenda, le défi est le retard dans l'approvisionnement.
Nous faisons appel à des petits exploitants agricoles qui manquent de ressources et pour cette raison, la nourriture arrive à l'école avec 2 ou 3 jours de retard. Le Programme alimentaire mondial dit qu'il s'attaque au problème en s'approvisionnant auprès d'agriculteurs regroupés en coopératives autour des écoles. Les agriculteurs affirment que cette initiative leur a permis de gagner suffisamment d'argent pour construire des maisons. Et pour les élèves, c'est la promesse d'un avenir plus sain et plus brillant. Focus à présent sur un village de pêcheurs en Gambie. La plupart des habitants de Ghana Town, un village de pêcheurs situé sur la côte gambienne, sont nés en Gambie, tandis que leurs parents ou grands-parents ont émigré du Ghana il y a plusieurs décennies. Bien qu'ils ne possèdent pas le statut officiel d'apatride, ils se retrouvent sans papier ghanéen ni gambien, ce qui complique considérablement leurs accès aux services de base. Les détails dans ce sujet de Ginny Niwa. Nés sur le sol gambien, éloignés par des milliers de kilomètres du pays d'origine de leurs grands-parents ou de leurs parents, nombre d'habitants du village de pêcheurs Ghana Town n'ont de papier ni du Ghana ni de la Gambie. Ils ont dit que même si vous êtes un Ghanéen né en Gambie, vous êtes toujours un étranger. Et c'est ainsi qu'ils nous classent parce que nous portons des noms ghanéens. Et ils ont dit que nos noms signifient que nous sommes des étrangers. Les gens de Ghana Town sont menacés d'apatridie, empêchés de s'inscrire à l'école, de se faire soigner et d'exercer leurs autres droits. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'étais le meilleur étudiant et j'ai donc obtenu une bourse pour étudier en Inde. Mais mes camarades sont partis parce qu'ils sont considérés comme des Gambiens. Ils ont obtenu leur passeport et sont partis. Quant aux miens, chaque fois que je me rends au service de l'immigration, ils me disent que je suis Ghanéen de Ghana Town et ils me refusent un passeport. Ghana Town a vu le jour à la fin des années 1950 avec l'arrivée de pêcheurs partis du Ghana à la recherche d'eau poissonneuse et d'un avenir meilleur. Ils sont environ 2000 aujourd'hui. La constitution gambienne reconnaît la nationalité aux personnes nées sur le territoire d'au moins un parent gambien. Ils sont dans cette situation depuis de nombreuses années. Dans cette situation, la plupart de leurs droits humains fondamentaux, comme l'accès à la nationalité, l'accès aux équipements publics, leur sont quelque peu difficiles. Cette évaluation vise donc à établir les faits concernant certains des défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils obtiennent la nationalité, ainsi que certaines des réformes dont nous avons besoin pour résoudre le problème des habitants de Ghana Town. Le HCR estime à près d'1 million de personnes le nombre d'apatrides en Afrique, victimes notamment de discrimination liée à la race ou au genre. Revenons ici aux États-Unis. À New York, le métro remonte le temps pendant les fêtes de fin d'année. Les rames du métro de New York, utilisées entre les années 1930 et 1970, circulent de nouveau dans le dédale du réseau des transports publics dans le cadre des Holiday Nostalgia Rides. Ventilateurs au plafond, éclairage à ampoules et publicité d'époque. Les passagers sont ravis. Ça me fait chaud au cœur, explique un New-Yorkais vêtu d'un costume d'époque pour l'événement. Ce train me ramène à mon enfance, au sapin de Noël et à la bonne ambiance, commente un autre natif du Bronx. Et c'est la fin de cette édition. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique depuis Washington. Merci pour votre fidélité à ce programme et vous savez, le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à 19h30 en temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne soirée.